Essai théorie physique et méthodique à l'usage des personnes constipées, des personnes graves et austères, des dames mélancoliques et de tous ceux qui restent esclaves du préjugé. L'art de péter de Pierre Thomas Nicolas Hurtaud. Avis au lecteur. Il est honteux, lecteur, que depuis le temps que vous pétez, vous ne sachiez pas encore comment vous le faites et comment vous devez le faire. On s'imagine communément que les pets ne diffèrent que du petit au grand et qu'au fond, ils sont tous de la même espèce. Erreur grossière. Cette matière que je vous offre aujourd'hui, analysée avec toute l'exactitude possible, avait été extrêmement négligée jusqu'à présent. Non pas qu'on la jugeât indigne d'être maniée, mais parce qu'on ne l'estimait pas susceptible d'une certaine méthode et de nouvelles découvertes. On se trompait. Péter est un art, et par conséquent une chose utile à la vie. Il est en effet plus essentiel qu'on ne pense ordinairement de savoir péter à propos. Alors, une femme, esclave du préjugé, n'avait jamais connu les avantages du paix. Depuis 12 ans, victime malheureuse de sa maladie, et peut-être encore plus de la médecine, elle avait épuisé tous les remèdes. Éclairée enfin sur l'utilité des paix, elle pète librement, elle pète souvent, plus de douleur, plus de maladie. Il n'est plus question que de se bien porter, elle jouit d'une parfaite santé. Alors donc, avantage des paix pour la société. L'empereur Claude, empereur 3 fois grand, qui ne songeait qu'à la santé de ses sujets, ayant été informé que quelques-uns d'eux avaient porté le respect jusqu'au point d'aimer mieux périr que de péter en sa présence. Et ayant appris, au rapport de Suétone, de Dion et de bien d'autres historiens, qu'ils avaient été tourmentés avant de mourir de coliques affreuses, fit publier un édit par lequel il permettait à tous ses sujets de péter librement, même à sa table, pourvu qu'on le fît clairement. C'était sans doute par antiphrase qu'on lui avait donné le nom de Claude, du mot latin claudere, fermé. Car par son édit, il faisait plutôt ouvrir les organes du paix qu'il ne les faisait fermer. Mais poursuivons. Le paix n'est point contraire aux bonnes mœurs. L'un des sens que l'on attache au paix n'a pour principe que l'humeur et le caprice des hommes. Il n'est point contraire aux bonnes mœurs, par conséquent il n'est point dangereux de le permettre. D'ailleurs, nous avons des preuves qu'on pète librement dans plusieurs endroits, et dans quelques parties même du monde poli. Et il est de la plus grande cruauté de conserver là-dessus le moindre scrupule. Dans une certaine paroisse, distante de Caen de 4 à 5 lieues, un particulier, par droit féodal, a exigé longtemps un paix et demi par chacun l'an. Les Égyptiens avaient fait du paix un dieu, dont on montre encore les figures dans certains cabinets. Les anciens, d'après la plus ou moins brillante sortie de leur paix, tiraient des augures pour le temps serein ou pluvieux. Ceux de Pélouse adoraient le paix. Si l'on était retenu par la crainte de trop prouver, ne pourrait-on pas conclure que le paix, bien loin d'être indécent, renferme la plus parfaite et la plus majestueuse décence, puisqu'il est le signe extérieur du respect d'un sujet envers son prince, le tribut d'un vassal à son seigneur, digne de l'attention d'un César, l'annonce des changements de temps et, pour tout dire, l'objet du culte et de la vénération d'un grand peuple. Mais continuons. Continuons de prouver par d'autres exemples encore que le paix est avantageux à la société.
Il y a des ennemis de la société dont le paix arrête les efforts. Par exemple, dans un cercle nombreux, un petit maître trouve le secret d'ennuyer. Depuis 1 heure, il étale ses grâces, il montre ses dents et dit avec force impertinence, dont s'il assomme ses auditeurs. Un paix lâché, échappé, l'arrête tout court, et vient fort à propos tirer tous les esprits de captivité en faisant division aux babiles assassins de leur ennemi commun. Ce n'est pas tout. Le paix procure encore des biens réels. La conversation est le lien le plus précieux, le plus charmant de la société. Le paix y fournit à merveille. Par exemple, une assemblée brillante, depuis 2 heures, garde un silence plus morne que celui qui règle à la grande chartreuse. Les uns se taisent par cérémonie, les uns par timidité, d'autres, enfin, par ignorance. L'on est près de se séparer sans avoir prononcé un mot. Un paix se fait entendre au travers d'un panier furieux. Aussitôt un murmure sourd, prélude à une longue dissertation, que la critique dirige et que la plaisanterie assaisonne. C'est donc à ce paix que la société est redevable de la rupture d'un silence burlesque et de la matière d'une conversation enjouée. Le paix est donc également utile à la société en général. Les rires et souvent les éclats qu'excite le paix dès qu'il se fait entendre prouvent assez ses agréments et ses charmes. Le plus sérieux personnage perd sa gravité à ses approches. Il n'est point de prud'homie qui tienne contre lui. Le son harmonieux et imprévu qui constitue son essence dissipe la léthargie des esprits. Dans une troupe de philosophes attentifs aux pompeuses maximes qu'un d'entre eux débite avec méthode, qu'un paix se glisse incognito, la morale déroutée prend aussitôt la suite. On rit, on se pâme, et la nature se donne carrière d'autant plus volontiers qu'elle est plus souvent gênée dans ces hommes extraordinaires. Qu'on ne dise point par un dernier trait d'injustice que les rires qu'excite le paix sont plutôt des signes de pitié et de mépris que la marque d'une véritable joie. Le paix contient en lui-même un agrément essentiel, indépendant des lieux et des circonstances. Alors, tantôt précipité dans sa sortie, impétueux dans son mouvement, il imite le fracas du canon, et pour lors, il plaît à l'homme de guerre. Tantôt retardé dans sa course, gêné dans son passage par les 2 hémisphères qui le compriment, il imite les instruments de musique. Bruyant quelquefois dans ses accords, souvent flexible et moelleux dans sa modulation, il doit plaire aux âmes sensibles, et presque à tous les hommes, parce qu'il est peu qui n'aiment la musique. Le paix étant agréable, son utilité étant particulière que générale, étant bien démontrée, sa prétendue indécence combattue et détruite, qui pourra lui refuser son suffrage? Qui osera désormais le taxer d'indécence, quand on le montre permis et approuvé en certains endroits, proscrit seulement en d'autres, par les lois seules du préjugé? Quand on fait voir qu'il ne blesse ni la politesse ni les bonnes mœurs, parce qu'il ne frappe les organes que d'un son harmonieux, et qu'il n'afflige jamais l'odorat par une vapeur malfaisante. Pourrait-on même le regarder comme indifférent, puisqu'il est utile à chaque particulier, en dissipant ses inquiétudes sur les maladies qu'il craignait, et en lui apportant de grands soulagements? La société, enfin, serait-elle assez ingrate pour ne pas s'avouer redevable envers lui, lorsqu'il la débarrasse des importuns qui l'accablent et qu'il contribue à ses plaisirs, en faisant naître partout où il se trouve les rires et les jeux? Ce qui est utile, agréable et honnête est censé avoir une bonté et une valeur réelle. Je vous remercie.